Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour ouvrir cette émission, nous retrouvons Cécile Colville qui est directrice des acquisitions chez Matisse, une plateforme d'investissement dans l'art. Nous reviendrons sur les résultats des ventes de New York, alors que les enchères du mois de mai sont observées de très près par les professionnels du secteur. Et en seconde partie, j'aurai le plaisir d'accueillir Loïc Garrier, qui est directeur général de la galerie Cesson et Bénétière, représentant le mouvement Support Surface. La galerie ouvre un 8e espace à Tokyo et nous lui demanderons ce qui a motivé cette nouvelle implantation. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Il y a quelques jours, de nombreuses ventes aux enchères ont eu lieu à New York. Une semaine pour prendre le pouls du marché de l'art, le dynamisme des collectionneurs américains. Cécile Colville, directrice des acquisitions au sein de Matisse, plateforme d'investissement dans l'art, était sur place et mon invitée pour dresser le bilan de cette période. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de cette invitation. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette période est importante en tant que professionnel? Pourquoi ce sont quelques jours qui sont à regarder avec attention? Alors, il y a un calendrier du marché de l'art qui est extrêmement rigoureux et qui tient les ventes aux enchères dans un cadre très défini, notamment en termes de géolocalisation, où on voit que les deux plus grandes périodes de vente aux enchères pour Christie's, Sotheby's, mais toutes les maisons de vente aux enchères à New York vont se situer en mai, puis en novembre. Et après vont suivre d'autres villes comme Hong Kong, Londres et Paris. Et donc tous les collectionneurs vont se diriger généralement sur ces places-là pour enchérir. Est-ce que vous avez senti une ambiance particulière? C'est vrai qu'on parle beaucoup de marché de l'art en berne, ou alors c'est vrai qu'il y a eu les droits de douane, etc., qui étaient un sujet important par rapport aux États-Unis et au marché de l'art. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place? Ce qui est assez intriguant, c'est que les salles de vente aux enchères sont pleines. On voit que les potentiels acheteurs ainsi que les curieux sont toujours présents pour participer à ces ventes records. On ne participe plus à une simple transaction, mais à une véritable expérience qui réunit un cadre exceptionnel, des résultats très prestigieux, ainsi que effectivement l'engouement et la tension des ventes aux enchères qu'on aime tant. Donc c'est ce que vous avez vu sur place, cet engouement. Tout à fait. Et vous avez parlé de records. En règle générale, comment est-ce que ces ventes se sont passées? Quels ont été les chiffres clés? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 5 jours, cette semaine? Alors, on va commencer par un chiffre, 1,2 milliard de dollars de transactions qui se sont réalisées sur 5 jours entre Sotheby's et Christie's sur un montant de lots qui était approximativement de 1200 lots passés sur ces 5 jours. Donc on pourrait penser à une moyenne de tout de même 1 million de dollars par œuvre, ce qui paraît être quand même un montant assez important. Toutefois, à relativiser, à préciser, puisque Christie's a eu un chiffre d'affaires plus élevé que Sotheby's sur un montant de lots moins élevé, donc c'est environ 550 lots passés sur ces 5 jours, notamment drivé par une collection très prestigieuse, puisqu'il s'agissait de la Riggio Collection. On peut déjà citer 2 œuvres qui ont marqué cette collection. Une œuvre très rare de Mondrian qui a été vendue à plus de 47,5 millions de dollars et la récidive de Christie's avec une œuvre de René Magritte de la même série, L'Empire des Lumières, vendue à 34,9 millions de dollars. Et donc là, vous avez parlé de plus d'1 milliard. Par rapport à l'année dernière, c'est quand même un peu moins. Je crois qu'il y a une baisse d'environ 8%. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est tout simplement d'année en année, ça fluctue forcément? Alors, un résultat qui est légèrement en baisse, une vente chez Christie's qui est légèrement en hausse. Sotheby's, avec plus de volume, a réalisé moins de chiffre d'affaires, même malgré des collections importantes, notamment Barbara Gladstone, Daniela Luxembourg et un ensemble de Roy Lichtenstein vendus par les héritiers. Mais effectivement, un marché qui se maintient sur les valeurs les plus rassurantes, c'est-à-dire les artistes les plus confirmés du marché, sur des artistes dont les œuvres appartiennent aux catégories et aux périodes historiques les plus importantes de leur création. Et également, on voit l'effet collection donc l'importance de la provenance prestigieuse qui permet aux acheteurs de se positionner toujours sur ce marché,
mais d'autant plus concentré sur ces artistes-là. Oui, ça peut être peut-être assez rassurant de voir qu'il y a de véritables collections cette fois-ci qui ont été mises en vente, alors que ça fait quand même plusieurs mois, voire années, que des grosses collections n'ont pas été déployées sur le marché et que du coup il y a forcément une baisse liée au fait qu'il y a moins d'offres. L'effet collection est tout à fait voulu et demandé par les maisons de vente aux enchères qui s'arrachent c'est des différentes opportunités sur ce marché. Toutefois, on voit que c'est surtout le travail en amont, effectivement, réalisé par les spécialistes de ces maisons, également pour garantir le plus de lots possible. Et ainsi, plus de 70% des lots des ventes du soir, notamment chez Christie's et Sotheby's, avaient une garantie soit de la maison, soit d'une tierce personne. Est-ce qu'il y a un lot en particulier ou plusieurs qui marquent une tendance générale, qui ont un sens au regard du marché de l'art ? Je pense que la flower, il y avait 2 flowers qui justement ont répondu à cette analyse. 2 flowers vendus chez Sotheby's sur une estimation de 1 million, 1,5 million, donc une estimation très attractive pour une œuvre de cette dimension, et qui ont réalisé un résultat de plus de 4 millions. Donc on voit que effectivement l'attractivité des estimations permet aussi de pousser les acheteurs et de réaliser leur prix de marché d'autant plus facilement. Mais sur l'ensemble des ventes, on voit que plus de 70% des lots ont été vendus soit dans leur estimation, soit au-delà de leur estimation, ce qui est en réalité un très bon résultat. Formidable, merci beaucoup Cécile Colville pour ce bilan des ventes de New York. Je rappelle que vous êtes directrice des acquisitions chez Matisse, qui est une plateforme d'investissement dans l'art. Merci beaucoup d'être avec nous. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Après Saint-Étienne ou New York, la galerie Cesson-Bénétière, représentant le mouvement artistique Support Surface, ouvre un 8e espace à Tokyo, premier emplacement en Asie. Et je suis ravie d'accueillir Loïc Carrier, qui est directeur général de la galerie. Merci beaucoup d'être avec nous pour en parler. Merci de l'invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé cette ouverture à Tokyo ? Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, pourquoi pas plutôt la Chine, où là, il y a déjà beaucoup de galeries. Ça a été une longue réflexion depuis presque le moment de l'ouverture en 2017 de New York. On s'est dit qu'il fallait partir derrière tout de suite en Asie. On a réfléchi à beaucoup d'endroits différents, évidemment. Évidemment, quand on parle de 2017, on pensait Hong Kong, ce qui ne s'est pas fait sur le moment. Du coup, on a continué à faire nos réflexions. Séoul est arrivé forcément aussi dans la liste, puisque beaucoup de nos confrères sont là-bas. Mais en même temps, nos artistes étaient très bien représentés déjà là-bas. Donc, du coup, pourquoi aller polluer un marché qui est déjà très stable et qui fonctionne très bien pour nos artistes ? Du coup, Tokyo est venu très vite en tête, parce que c'est une ville extrêmement internationale et qui a un pays qui a une tradition artistique énorme, et donc des liens qui se créent avec nos propres artistes, et très peu de nos confrères y sont. Est-ce que du coup il y a un besoin de pédagogie à faire sur place peut-être pour ce mouvement Support Surface ? Est-ce que c'est déjà connu auprès des collectionneurs japonais ? Quel est le lien déjà qu'ils font avec l'art que vous représentez ? Le mouvement Support Surface, lui, est déjà extrêmement connu en fait au Japon, puisqu'il y a des affiliations qui se sont faites par l'origine même de Support Surface par rapport au Gutai, par exemple, au mouvement Gutai japonais. Mais il y a aussi, dans les années 90-2000, beaucoup d'expositions qui ont été faites, soit par des galeries japonaises déjà à l'époque, soit par des musées qui ont fait des expositions. Une exposition dans les années 90, ça a tourné dans, je crois, 5 ou 6 musées japonais, que ce soit à Tokyo, Kyoto, Osaka. Donc les Japonais ont déjà un rapport à Support Surface assez historique, parce que ça fait presque 30 ans qu'ils voyaient des œuvres de Support Surface, de ce mouvement français. Et du coup, c'est vrai qu'on a surfé un peu sur cette idée de présenter nos artistes aux Japonais, puisqu'ils les connaissaient déjà, et que beaucoup de collectionneurs japonais ont déjà, et beaucoup de collections publiques ont déjà des œuvres de Support Surface. J'ai l'impression qu'on entend
de plus en plus parler du Japon comme une place importante du marché. En tout cas, je trouve que c'est croissant. Et le rapport Art Price, la dernière fois qu'il parlait d'une place montante au niveau des enchères, mais peut-être que ça se retrouve aussi au niveau des collectionneurs. Comment est-ce que vous voyez, quel est votre regard sur le marché de l'art japonais et les collectionneurs qui acquièrent vos œuvres? Le rapport Art Basel aussi montre un marché en devenir qui est positif. Le pays s'ouvre beaucoup après cette fameuse crise des années 90 qui avait été très dure pour eux. Je pense qu'il y a aussi une volonté de soft power de la part du pays qui a été un peu écrasé par le soft power coréen en face, de récupérer sa place et de vouloir attirer des galeries internationales et un marché international. Nous, on le voit très vite que beaucoup de nationalités sont présentes à Tokyo, de par des voyages d'affaires que des gens implantés, des étrangers implantés au Japon. Qu'est-ce que vous attendez de cette implantation à Tokyo, de rayonner sur toute l'Asie, ou comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous avez des objectifs? On a des objectifs, évidemment. L'idée de départ est vraiment de ne pas ouvrir 15 galeries en Asie. On a voulu en faire une très belle galerie qui accueille au maximum l'intégralité des nations, on va dire. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment d'en faire un point d'ancrage asiatique et tout simplement aussi d'aller là où on ne nous attend pas forcément, mais en même temps d'aller proposer aussi à potentiellement de nouveaux artistes. Une exposition à Tokyo au Japon fait toujours rêver les artistes. Et parmi les galeries françaises, vous faites partie du coup des premières qui s'installent là-bas, parce qu'il y en a peut-être quelques-unes, mais pas beaucoup. Voilà, il y a quelques galeries qui sont déjà installées internationales, dont Perrotin, premier à s'y être installé, la galerie Bloom, Pace très récemment. Donc on est un peu la quatrième galerie internationale à s'implanter à Tokyo directement. Donc c'est aussi un marché pour nous qui est à découvrir et où on a une place, on peut avoir une place importante. Et là, vous venez de réaliser le vernissage de la galerie. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des surprises peut-être par rapport à ce que vous attendez? Des surprises positives, beaucoup de monde, beaucoup d'institutions, beaucoup de collectionneurs. Donc on est vraiment encore sur un petit nuage post-jet lag, mais on est vraiment très heureux de cette ouverture et des champs possibles qui s'offrent à nous aujourd'hui. Merci beaucoup Loïc Garrier. Je rappelle que vous êtes directeur général de la galerie Session Ébénitière et donc vous venez d'ouvrir ce 8e espace à Tokyo. Merci beaucoup à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.